Salam alaikum wa rahmatullah, chers frères et sœurs, ravi de vous retrouver de nouveau sur la chaîne donc pour ce nouveau tutoriel. Alors aujourd'hui nous allons voir, on va voir comment se connecter à un périphérique Cisco via le réseau, n'est-ce pas? Alors, donc bien évidemment pour se connecter, bien pour configurer un routeur Cisco, bien un switch Cisco, il faut voir donc les différentes techniques permettant l'accès. Alors, il y en a plusieurs. Donc, on va nous voir la méthode d'accès classique, quelle que soit, comment dirais-je, la situation de panne et autres. Donc là, on pourra toujours accéder à notre périphérique, n'est-ce pas, routeur, ou bien à notre périphérique commutateur, n'est-ce pas. Alors, donc je disais tout à l'heure qu'il y a, bon, on va dire qu'il y a deux méthodes. Donc il y a ce qu'on appelle la méthode de management basée sur du IP et la méthode de management basée sur un port console, bien le terminal console, n'est-ce pas? Alors, donc, dans un premier temps, nous allons voir comment ça se passe, bien, quels sont les utilitaires, bien, les applications utilisées pour ce faire. Alors, d'abord, à noter que les activités pratiques que nous aurons à faire dans ce cours vont se baser sur le logiciel de simulation Cisco Packet Tracer. Alors, c'est un logiciel très puissant destiné aux étudiants en réseau voulant acquérir des connaissances donc dans le domaine réseau, n'est-ce pas, plus précisément dans Cisco. Alors, c'est une application qui a été développée par Cisco, n'est-ce pas, et qui permet de comprendre les réseaux, n'est-ce pas. C'est une simulation, un logiciel de simulation, n'est-ce pas, que nous allons donc aborder tout au long donc des tutoriels ou bien des activités pratiques que nous aurons à faire. Maintenant, éventuellement, nous allons voir un autre logiciel, mais cette fois-ci d'émulation appelé le GNS3. N'est-ce pas? Donc, c'est beaucoup plus puissant que Cisco Packet Tracer et beaucoup plus proche de la réalité. Alors, c'est un logiciel d'émulation, contrairement à un logiciel de simulation. Donc, Cisco permet de simuler, mais Packet Tracer permet seulement de simuler donc les protocoles du réseau, tandis que le GNS3 permet seulement de faire une virtualisation de l'existant. Autrement dit, lorsque vous utilisez donc l'application GNS3, vous pouvez même développer des applications réseau, donc concevoir donc des solutions réseau complexes qu'elles soient donc pour les déployer plus tard dans un environnement de production. Donc c'est un pas vers le monde de la production. Donc tandis que le Cisco Packet Tracer ne vous permet pas de le faire. Donc ça, on est uniquement dans un environnement virtuel mais de simulation, n'est-ce pas? Voilà. Donc, occasionnellement, si le temps nous le permet, donc nous allons voir les différentes, comment installer donc le GNS3, comment installer donc des images et autres. Donc là, on n'est pas uniquement donc avec le GNS3, on n'est pas uniquement dans un environnement Cisco, mais on est dans un environnement ouvert, n'est-ce pas? Donc il y a le vendeur Cisco, il y a d'autres microtiques. Donc il y a plusieurs autres entreprises donc spécialisées donc dans les solutions réseau, telles que Microtik, telles que comment dirais-je, voilà, j'ai oublié l'autre là. Voilà, Huawei, donc les solutions donc de Huawei, n'est-ce pas, etc. Donc il y en a beaucoup. Donc j'espère qu'on aura donc l'occasion donc d'en débattre, n'est-ce pas, davantage. Ok. Alors, donc cette démonstration donc montre comment se connecter à un vrai routeur, n'est-ce pas, avec maintenant une application, bon, disons classique d'accès au réseau, ou bien de configuration du réseau qu'on appelle le PuTTY, n'est-ce pas. Alors rapidement, donc PuTTY est téléchargeable directement sur Internet, donc il faut aller simplement sur le site constructeur. Donc là, il faut sur votre navigateur taper putty.org, n'est-ce pas, et voir donc la version de PuTTY qui correspond à votre environnement, n'est-ce pas. Donc là, vous avez download PuTTY, donc il suffit seulement donc de cliquer dessus et télécharger, n'est-ce pas, le PuTTY. Ici. Voilà. Et là, vous choisissez, voilà, la version qui correspond à votre environnement, n'est-ce pas? Ok. Donc, il y a plusieurs sources. Ici, on va voir la version PuTTY. Alors, donc là, vous voyez la version de PuTTY avec SSH et Telnet client, n'est-ce pas? Donc, on peut choisir
Donc, selon l'architecture de notre machine, donc 32 bits, 64 bits, n'est-ce pas? Nous, on est dans un environnement 32 bits, 64 bits, donc bon, 64 bits automatiquement. Donc, je vais choisir dans cette version. Donc là, ici, c'est moi donc de cliquer dessus. Voilà. Bien, vous pouvez même choisir donc la version MSI, n'est-ce pas? Alors, où l'installation se fera directement automatiquement. Donc là, nous, on va choisir cette version 64 bits. Voilà, n'est-ce pas? Outil, télécharger. Ok, voilà. Donc, on clique dessus directement. Exécuter. Et voilà donc comment se présente donc cette application PuTTY. Donc, il vous permet donc d'entrer les paramètres par défaut d'accès à votre équipement routeur ou bien à un équipement switch pour des besoins de configuration. Maintenant, il est possible donc de faire je disais donc voilà. Donc là, si on veut se connecter, donc là vous avez donc les modes de connexion SSH, Serial, OSE, n'est-ce pas? Alors maintenant ici par défaut vous avez le Telnet et autres. Donc nous bon, on y reviendra plus tard. Donc pour l'instant donc c'était juste pour vous montrer l'application PuTTY. Donc on y reviendra plus tard pour plus d'explications. Donc on retourne sur la présentation. Alors donc pour accéder maintenant à l'interface de ligne de commande pour la gestion quotidienne donc d'un périphérique Cisco, on peut utiliser ce qu'on appelle le Secure Shell, qu'on appelle le SSH, n'est-ce pas? Alors SSH c'est quoi? C'est un protocole de couche session si on se réfère au modèle OSI et qui permet simplement d'assurer un chiffrement du canal de communication. Rappelez-vous, le modèle OSI utilise ce qu'on appelle les différents services établis donc sur différentes couches, n'est-ce pas? Et à la couche qu'on appelle la couche session, c'est la couche donc d'ouverture de session entre les applications. Et pour donc accéder à un périphérique de manière sécurisée, donc c'est le protocole SSH qui est utilisé donc pour assurer donc un chiffrement donc du canal avec des algorithmes donc de chiffrement. Alors donc à côté il y a ce qu'on appelle le Telnet. Bon, je disais aussi donc c'est SSH qui est utilisé pour se connecter, n'est-ce pas, à l'adresse IP donc de gestion du réseau. Donc chaque périphérique Cisco normalement a une adresse IP de gestion, n'est-ce pas, pour être accessible via le réseau, c'est-à-dire on-band, ce qu'on appelle l'accès in-band. L'accès in-band consiste à utiliser une adresse IP pour pouvoir accéder à un périphérique distant. Maintenant, ça se fait via ce qu'on appelle le protocole SSH pour plus de sécurité, n'est-ce pas? Mais aussi, il y a ce qu'on appelle le protocole Telnet qui peut être également utilisé, mais ce dernier n'est pas sécurisé et n'est pas recommandé car il n'est pas sécurisé encore une fois, n'est-ce pas? Alors, si vous êtes dans un environnement de production, il ne faut pas permettre l'accès distant à un périphérique non sécurisé parce que voilà, ça donne la possibilité à un hacker, par exemple, d'utiliser certaines vulnérabilités, n'est-ce pas? Alors, maintenant, dans les réseaux d'entreprise, la connexion sécurisée sera généralement appliquée via l'intégration avec un serveur AAA, n'est-ce pas, qu'on appelle le serveur d'authentification, d'autorisation et, comment dirais-je, d'autorisation et gestion donc de l'accès. Là, je me suis excusez-moi ici, donc c'est une erreur de frappe, donc c'est l'authentification de l'autorisation et de l'accès, n'est-ce pas? Donc on authentifie l'utilisateur, on autorise, on donne les droits d'accès, n'est-ce pas? On autorise pour l'accès, n'est-ce pas? De manière centralisée au système. Alors, prochainement, donc, nous allons aborder le cas d'usage de SSH et donc de l'authentification type A, donc dans les chapitres suivants. Donc,
dans un premier temps, un instant, donc nous allons simplement parler de ce qu'on appelle l'accès simplifié donc à un routeur bien à un switch, n'est-ce pas? Alors, à noter aussi que là, il s'agit, l'usage de PuTTY est simplement orienté à au vrai routeur ou bien au vrai switch. Donc, c'est la méthode permettant d'accéder au routeur et au switch réel, n'est-ce pas? Maintenant, si on va utiliser Cisco Packet Tracer, n'est-ce pas, ou si on va utiliser GNS3, donc il y a une notion différente sera applicable donc à ces environnements. Alors, maintenant, par défaut, par défaut, disons que les appareils Cisco donc n'ont pas d'adresse IP, n'est-ce pas? Alors, donc, lors d'une première communication, bien lors d'un accès initial, donc il faut utiliser ce qu'on appelle un moyen d'accès à ces routeurs, bien à ces commutateurs, n'est-ce pas, sans utiliser donc des adresses IP, n'est-ce pas? Donc nous devons configurer le composant sans avoir à utiliser donc d'adresse IP. Maintenant, comment ça se fait? Alors, dans ce cas, vous aurez à utiliser ce qu'on appelle un port dédié exclusivement à l'administration, à la gestion donc du périphérique, ce qu'on appelle le port console, n'est-ce pas? Nous avons besoin donc de moyens de nous connecter à l'appareil pour effectuer la configuration initiale, y compris l'ajout des adresses IP, n'est-ce pas, pour éventuellement plus tard donc l'utiliser pour le faire en mode inbound. Donc c'est là où intervient ce qu'on appelle la connexion à la console, communément via le port console, n'est-ce pas? Donc derrière les routeurs, derrière les commutateurs, il y a un port dédié exclusivement à l'accès au périphérique, n'est-ce pas? Ce port, on l'appelle le port console. Donc depuis un terminal, un ordinateur, un laptop, vous pouvez accéder donc au périphérique, n'est-ce pas, pour la configuration. Alors, justement, ce port de gestion de l'appareil Cisco, donc voilà, est représenté. Donc voilà le port de console de l'appareil Cisco. Donc il est marqué comme console, n'est-ce pas? Donc de passage aussi, vous voyez les différentes interfaces que l'on peut trouver dans un switch ou bien dans un routeur Cisco. Donc là, vous avez des interfaces sérielles, donc le module sérial. Ici, on a le schéma nous montre un module sériel composé de 2 ports sériels, donc les ports série, n'est-ce pas? Donc là aussi, on a un autre port série. Là, vous avez un port face Ethernet. Donc, un port face Ethernet, c'est un port qui permet d'envoyer les données avec un débit de 100 mégabits par seconde. Là aussi, un autre port face Ethernet, n'est-ce pas? Et là, vous avez ici un port auxiliaire, n'est-ce pas? Les ports aux sont les ports téléphoniques, n'est-ce pas? Utilisés aussi pour configurer éventuellement donc bon sur certaines composants de Cisco, on peut utiliser le port console pour configurer donc le routeur, n'est-ce pas, via ce qu'on appelle une ligne téléphonique, n'est-ce pas. Alors sur certains d'autres routeurs, vous pouvez avoir donc des ports USB, n'est-ce pas, nouvellement ajoutés, qui facilitent donc la configuration des routeurs. Donc USB comme USB type C, n'est-ce pas. Bon, de manière générale, donc des ports USB. Ok. Alors, pour se connecter à ce port console que vous voyez ici, n'est-ce pas. Donc là, vous avez ce qu'on appelle le classique, l'usage d'un câble console. Donc, le câble console, c'est quoi? C'est un câble de type DB9, n'est-ce pas. Donc, c'est la tête que vous voyez ici. C'est un câble type DB9. Donc, si vous regardez bien, c'est composé de 9 ports, n'est-ce pas. On l'appelle DB9, n'est-ce pas. Vers un port Giga Ethernet, n'est-ce pas, RJ45. Autant pour moi, vers un port RJ45 que vous voyez ici, avec cette tête, n'est-ce pas, avec le connecteur RJ45, n'est-ce pas. Alors, cette tête sera utilisée pour se connecter au niveau du routeur et cette tête-là est utilisée pour se connecter au niveau de l'ordinateur de votre ou bien de votre laptop. Maintenant, sauf que les nouvelles générations d'ordinateurs et de laptops n'ont pas cette tête. Donc, ce type d'interface n'existe plus, n'est-ce pas? Bien, a tendance maintenant à disparaître. Donc, qu'est-ce qu'on peut utiliser ici? Donc là,
on peut utiliser un adaptateur. On peut utiliser un adaptateur, n'est-ce pas, DB9, USB, comme vous le voyez ici, avec l'autre schéma. Donc, vous avez ici une tête DB9 mâle. Et de l'autre côté, vous avez une tête USB qu'on va utiliser, qu'on va raccorder brancher au niveau de la machine, ou bien de votre laptop, n'est-ce pas. Donc, c'est la méthode utilisée pour pouvoir accéder au routeur ou bien au commutateur. Maintenant, toutefois, on peut utiliser ce qu'on appelle, pour les routeurs dotés donc de port USB, n'est-ce pas, on peut utiliser ce qu'on appelle le câble console USB vers mini USB. Donc là, le port USB que vous voyez ici est le port mini USB. Donc sur certains routeurs, vous avez ce type de port. Donc on peut éventuellement utiliser ce type de câble et accéder au routeur, n'est-ce pas. Donc voilà le matériel utilisé pour se connecter à un routeur, n'est-ce pas. Alors gestion hors bande consiste simplement à accéder à ces périphériques sans avoir à utiliser ce qu'on appelle une adresse IP donc de gestion ou bien de management, n'est-ce pas. Donc contrairement à la gestion in-band, mais en bande, consiste à utiliser l'adresse IP du routeur à distance pour la configuration. Cela suppose que d'abord, il y a déjà une configuration disponible sur le routeur, n'est-ce pas, et on peut le faire. Maintenant, si toutefois c'est une toute première configuration qu'on a, il n'y a pas d'adresse IP, donc il va falloir manuellement, physiquement accéder au routeur ou bien au commutateur et procéder à la configuration. Et dès lors qu'on est dans ce type de configuration, forcément, il faut impérativement utiliser le port console. Donc, d'où l'intérêt capital de ce port, n'est-ce pas? Donc, d'où l'intérêt aussi capital de comprendre comment procéder à la configuration hors bande. Donc, outre la configuration initiale, le port console peut être utilisé si les adresses IP de l'appareil ne répondent plus, par exemple, n'est-ce pas? Il peut être également utilisé pour démarrer le processus de démarrage, n'est-ce pas? Alors, supposons que votre routeur a un problème de démarrage, donc on ne peut pas donc accéder à distance. Donc, si le système d'exploitation ne s'amorce pas, donc on ne peut pas accéder à distance pour utiliser les adresses IP. Alors, quand on dit utiliser les adresses IP à distance, donc ça veut dire que voilà, le système d'exploitation est fonctionnel, tous les protocoles sont là, on les utilise et c'est supporté par le système. Maintenant, si le système d'exploitation n'est pas encore en place, donc bien évidemment, vous ne pourrez pas utiliser ce qu'on appelle une gestion in-band. Donc, il peut être également utilisé pour dépanner le processus de démarrage. Vous pouvez voir le périphérique démarrer à partir d'une connexion et on peut entrer par exemple en mode dépannage, en mode Airmon, on verra plus tard, pour apporter des correctifs, n'est-ce pas, au routeur, faire de la maintenance par exemple sur le routeur. Mais cela n'est pas possible donc avec les SSH par exemple, car le système doit déjà démarrer, n'est-ce pas, avant que l'adresse IP ne soit active. Donc voilà donc l'importance de l'usage du port console sur les routeurs et les commutateurs, n'est-ce pas. Alors, la connexion console peut aussi également être utilisée pour la gestion hors bande, comme je disais tout à l'heure. Donc, quand l'adresse IP ne fonctionne pas, bien quand il y a un problème, n'est-ce pas, au niveau, comment dirais-je, du système. Donc là, c'est impérativement l'usage donc de la connexion hors bande. Donc, c'est la méthode à utiliser, autre que l'accès au réseau de production, n'est-ce pas? Le réseau de production, c'est le réseau qui utilise les adresses IP, n'est-ce pas? Pour se connecter au périphérique à des fins de gestion, n'est-ce pas? Voilà, donc là, je vous présente l'infra, donc le matériel que j'ai ici. Donc, vous avez ici un routeur modèle 2900, donc plus précisément en 2921. Alors là, on a un switch, donc modèle Cisco Catalyst. Donc là, vous voyez, ici, il est marqué Catalyst 3750 avec des ports Giga Ethernet. Donc là, on a un modèle de switch 2960, n'est-ce pas, PoE, les ports PoE, n'est-ce pas. Donc, pour l'instant, on ne connaît pas. Donc là, actuellement, c'est arrivé. Donc, il est à de tous les ports, n'est-ce pas. Voilà aussi un autre switch, n'est-ce pas, modèle 2960. Et voilà
là c'est un switch, simplement un Cisco ASA pour la sécurité, donc une adaptative sécurité apprentisse, donc pour assurer quoi la sécurité vient de pare-feu, comme on dit, n'est-ce pas, au niveau de l'armoire que vous voyez ici. Voilà. Alors sans plus tarder, je vous montre simplement comment, bon là, en passant aussi, ça ce sont des ports face Ethernet, donc les ports utilisés pour échanger donc les données. Vous avez 24 ports face Ethernet. Là, vous avez donc les ports Giga Ethernet, donc 2 ports Giga Ethernet, et les modules SPF, n'est-ce pas, pour les connexions à fibre optique, n'est-ce pas. Alors, vue d'arrière, donc je vous montre la vue d'arrière. Alors, la vue d'arrière, vous avez ici, ce qui nous intéresse le plus, c'est le port console que vous voyez ici. Donc, c'est ce port qu'on va utiliser pour pouvoir entrer en mode configuration donc, du routeur, donc physiquement. Et voilà, là c'est le port d'alimentation. Bon, là on est plutôt sur ce switch, n'est-ce pas? Bon, alors, donc, là sur le switch, vous avez le port console. Donc, là c'est le ventilateur, n'est-ce pas? Et vous avez ici un port d'alimentation supplémentaire que vous pouvez utiliser. Ok, alors, à savoir que la configuration du routeur est identique à celle du commutateur, donc c'est le même procédé qu'on va utiliser. Donc on peut le faire sur un routeur comme sur un commutateur. Donc là j'ai choisi donc le cas du commutateur. Donc nous allons maintenant voir comment procéder à la configuration du routeur en utilisant le câble console. Alors, comme vous le voyez ici, ça c'est ce qu'on appelle un câble console. Donc là vous avez le connecteur RJ45 qu'on va brancher sur le port console du commutateur ou du switch. Alors, de l'autre côté, vous avez un connecteur DB9, n'est-ce pas? Le connecteur DB9 qui est là. Selon les bouts, c'est un connecteur DB9. Donc, pourquoi on l'appelle DB9? Vous avez ici 9 broches, n'est-ce pas, femelles. Et là, vous avez donc le connecteur RJ45, n'est-ce pas? Alors, cette méthode de faire, c'était, bon, disons, pour ne pas dire archaïque, donc à l'ancienne était utilisée, mais aujourd'hui sur les ordinateurs et les laptops, ce type d'interface n'existe plus. Donc, et pour faciliter donc la configuration, on utilise des adaptateurs. Voilà, USB. De l'autre côté, vous avez un connecteur DB9 mâle, et de l'autre bout, vous avez un connecteur USB. C'est ça qu'on va utiliser pour raccorder à l'ordinateur. Alors, sur les ordinateurs, il y a des machines qui n'ont pas de port DB9, voilà. Donc, nous allons utiliser ça pour connecter le routeur, bien le commutateur au switch. Alors, comme vous le voyez, on a connecté donc le routeur, bien le commutateur à notre ordinateur, n'est-ce pas? Et voilà, donc sur le port console, on va procéder à la configuration en utilisant donc l'application. Voilà, une fois la machine connectée au switch, bien au routeur, donc je vais au niveau de l'application PuTTY, donc je mets PuTTY. Là, je lance l'application PuTTY. Alors maintenant, il faut sélectionner le mode. Bon, là, vous avez différents types de connexions. Donc là, moi, je vais choisir une connexion sérielle, n'est-ce pas? Et voilà, maintenant, il faut identifier donc la ligne sérielle. Par défaut, il vous met à COM1. Maintenant, il faut identifier du moins au niveau de votre machine sur quelle ligne est connecté l'USB, le port USB. Donc là, je m'en vais taper simplement, voilà, dev mgmt.msc, donc le gestionnaire de périphérique. Et là, je vais donc au niveau de port COM identifier, voilà, les ports utilisés. Donc là, je vois ici 2 ports, le Intel Active Management Technology sur le COM3, et là vous voyez le ProLithium USB to Serial. Alors bien évidemment, donc c'est notre cas, donc c'est le USB sur le Serial, donc c'est sur le port COM5. Donc je vais donc modifier ici et mettre à la place COM5. Voilà, on laisse donc les paramètres par défaut et on clique sur OK.
Donc normalement, voilà, et là, on a accès au commutateur, voire au routeur. Et voilà. Donc nous, on s'est connecté sur un switch, donc là, on a accès donc à l'interface donc du switch, n'est-ce pas? Là, on peut taper les commandes du switch. Donc voilà. Show, bien, show run, donc show running config. Voilà. Autant pour moi. Show run pour afficher la configuration globale du commutateur. Et voilà, n'est-ce pas? Donc voilà comment on fait pour accéder donc physiquement donc au routeur bien au commutateur via ce qu'on appelle le câble console. Maintenant, tout au long donc de la configuration ou bien donc des tutos que nous allons faire, nous allons plutôt porter notre développé sur le GNS3 ou bien sur le packet tracer, donc au lieu d'utiliser l'infrastructure physique, n'est-ce pas? Donc la méthode la plus simple pour montrer à quoi donc les réseaux, nous allons utiliser l'application Cisco Packet Tracer que nous allons démontrer prochainement dans le tutoriel. Voilà, je vous remercie.